Alors j'ai appelé le domaine le Clos des Jars parce que dans toutes mes parcelles je trouve des petits morceaux de céramique, de poterie, époque romaine à Renaissance quoi, suivant les époques. Et au bout du hameau où je suis là, il y a une ancienne voie romaine secondaire qui faisait Toulouse-Narbonne, où ils ont découvert à 500 mètres d'ici à peu près des fours de poterie tuilerie. Voilà, donc j'avais appelé mon domaine comme ça à la base, puisque mon nom de famille était un peu compliqué, et donc je me suis dit il faut que je trouve un nom de domaine, et donc je voulais tourner un peu autour de ça, donc je trouvais Clos des Jars voilà, qui était plutôt sympa. L'idée m'était venue en même temps, et je m'étais dit tiens ce serait sympa si on pouvait trouver un potier qui puisse faire des jarres pour mettre le vin dedans, quoi. Sachant que voilà, c'était il y a 10 ans, et il y a 10 ans c'était pas du tout la mode des vins en jarre, et du coup à trouver le potier que tu es allé voir là, après Castelnaudary, donc qui est dans le même département. Moi je trouve ça aussi sympa de faire travailler un peu en local quoi. Du coup j'ai commencé, je crois que c'est sur 2012, que j'ai trouvé en fait des jarres qui étaient faites dans le coin. J'ai découvert que ça existait déjà, que j'avais pas une idée lumineuse en fait. Et du coup j'ai testé sur 2012 d'en prendre deux, donc en fait il avait à l'époque des chauffes différentes. Donc j'avais pris une de chaque pour tester un peu. Je crois que j'avais mis du grenache noir. Donc dans les deux jarres, j'avais mis le même vin dans une barrique et le reste que j'avais gardé en cuve. Donc c'était vraiment l'idée de faire des essais, de voir comment évoluait le vin et aussi ce qu'apportait l'élevage en jarre, quoi. Donc j'ai fait la première année, je sais que j'ai mis du grenache, après j'ai essayé Carignan, j'ai essayé de la Syrah. Voilà, j'ai essayé un peu tout pendant 4 ans avant de me décider donc sur 2016 de faire cette cuvée là avec donc cette parcelle là. Et là l'idée, on est sur donc un vin donc origine qui est donc 9 cépages avec des cépages blancs, donc qui est plutôt sur la finesse, assez vif au départ. Et là l'élevage en fait en jarre m'apporte un milieu de bouche, un volume en milieu de bouche, où le même vin qui est en cuve va être plutôt fluet, on va dire. Là, on a un vin qui a quand même de la matière et de la structure en milieu de bouche, et ça, c'est vraiment l'élevage en jarre qui me l'a apporté, quoi. Il y a une espèce un grain de tanin un peu différent, assez granuleux presque en bouche. Après, aromatiquement, forcément, il y a une oxygénation à travers les pores de l'argile, de la terre, et donc du coup, c'est forcément des arômes un peu plus évolués que le fruit frais, quoi. Mais bon là avec les cépages blancs, ça fait quand même des arômes assez floraux, etc., quoi. Parce que voilà, après c'est intéressant, du coup c'est deux cuissons, il y en avait une à 1020 et à 1040 degrés. Donc la 1040 est plus cuite, donc les pores de la terre sont plus resserrés, donc c'est moins poreux, il y a moins d'échanges avec l'extérieur. Et du coup, on dit normalement, celle qui est moins poreuse, c'est où ça oxygène moins, mais en fait, suivant les phases de l'élevage, il y a des moments c'était l'un, des fois c'était l'autre qui était plus réduite, quoi. Donc en fait, c'était assez marrant que chaque vin évolue vraiment différemment, mais pas forcément dans la logique qu'on aurait eu, quoi. Et après, ce qui est intéressant, du coup, moi j'en ai un peu des deux, et du coup, chaque vin en jarre est quand même un petit peu différent, il évolue un petit peu différemment, et après de rassembler le lot tous ensemble, ça apporte aussi de la complexité, et ça je trouve ça aussi sympa, quoi. Comme c'est des petits lots, elles font 140, entre 140 et 160 litres. Donc suivant, comme c'est tourné à la main, voilà, il n'y a pas de gabarit, et du coup il y en a qui sont plus trapues, un peu plus petites, d'autres qui sont plus hautes, allongées. Et du coup le volume n'est pas certain, quoi. On va dire c'est à peu près 150, on fait une moyenne. Donc là tout est grimpé, je mets en cuve, il y a 3 semaines de macération à peu près. Donc on n'a pas trop de couleur parce qu'il y a moitié de grenache gris comme je te disais tout à l'heure, forcément c'est plus clair. Mais il y a 3 semaines de macération à peu près. Et ensuite je décuve, je presse et après j'assemble les jus et je mets directement en jarre. Donc après élevage pendant 10 mois à peu près, parce que les mises en bouteille sont avant les vendanges, quoi. Fin milieu d'été, fin juillet, début août suivant les années, quoi. Enfin à un moment il faut un roulement, si tu vides quelque chose, bon encore là c'est des jarres, c'est peut-être un peu moins grave, mais un fût, un tonneau que tu laisses vide pendant 3 mois, après c'est une passoire, quoi. Il faut remettre de l'eau pour regonfler et tout, donc il n'y a pas de filtration, pas de collage, levure indigène, je mets pas de soufre sur les raisins, je sulfite principalement ces fins de fermentation, en fait, quand les sucres sont finis et la fermentation malolactique est terminée. Je soutire, j'enlève les grosses lies et je sulfite à ce moment-là.
Après, je peux rajouter 1 demi-gramme à la mise en bouteille pour, on va dire, tenir le choc de la chute dans la bouteille. Mais le plus gros de mon sulfitage se fait après les fermentations. Pourquoi? Bah déjà, mon vin, du coup, bon, si je fais ça quand il est vraiment fini, hein, donc il a plus à évoluer, ça met un coup de propre, quoi. Voilà, ça va tuer s'il y a encore des bactéries, des levures qui traînent, peut-être parfois et souvent des mauvaises. Et le vin a on va dire, le temps de digérer aussi le sulfitage. Alors qu'un vin où on ajoute beaucoup de soufre juste avant la mise en bouteille, après il va le digérer, mais dans la bouteille, peut-être plus difficilement. Je trouve que là, pendant l'élevage, ça protège le vin pendant l'élevage, voilà, j'y retouche pas après pendant tout l'élevage. Après, on est à des taux de soufre inférieurs à 25, là, sur tous mes vins, 25 mg par litre de total. Donc voilà, c'est pas des taux de folie, quoi. Mais voilà, je sulfite pour l'instant tous mes vins, mais en phase vin, quoi. Voilà. Je mets rien sur les raisins pour que ce soit vraiment la flore qui est sur les raisins qui fasse la fermentation. Je sulfitais un peu plus hein, avant. J'ai jamais sulfité les raisins. Même des raisins, comme je disais, un peu pourris ou quoi, on a beaucoup trié à la vie. Mais après, j'en mettais un peu plus plutôt pendant... Enfin, au tout début, j'ai essayé de faire le malin et de ne pas en mettre après la fermentation. Et après, j'ai eu des montées de volatiles et compagnie, donc j'ai dû en remettre, en remettre. Ou d'un gramme, et puis au final, je suis arrivé avec des taux qui étaient plus hauts que ça, j'étais à 70 ou des choses comme ça. Du coup, voilà, maintenant, c'est le travail l'expérience, même si elle est petite, qui m'a appris qu'il vaut mieux que ce soit propre dès le départ, et en fait on en met beaucoup moins qu'à rajouter du soufre quand on voit que ça goûte mal, oh là là. Et puis au final on a un vin qui a plein de volatiles et qui a plein de soufre, donc c'était pas, enfin, en tout cas au début. Après c'est vrai qu'il y a aussi maintenant, ça fait quand même quelques années que je suis en biodynamie, je vais faire mes 10e vendanges, donc ça va être mon 10e année en bio. Les raisins sont pas les mêmes que la première année que j'ai commencé à faire du vin aussi, donc c'est pour ça aussi qu'on arrive à avoir des taux plus bas, enfin à mettre moins de soufre quoi. Mais ça a toujours été levure indigène et tout, voilà. J'ai toujours voulu travailler comme ça, au risque de perdre des cuves, puisque ça arrive pas régulièrement, mais de temps en temps. T'as de tout, t'as des fermentations qui terminent pas, du coup t'as des malos sur sucre avec des montées de volatiles, et puis encore des montées de volatiles, souvent c'est des problèmes de volatiles quoi. Et après, des fois, des trucs qui traînent un peu, ça peut avoir un début de bread, quoi. Donc là, quand t'as les breads qui arrivent, tu jettes tout, quoi. Mais même juste avec de la vol, j'ai déjà jeté. Bah, c'est Insouciance 2015 que j'ai jamais mis en bouteille, que j'ai mis à la distillerie parce que j'avais gardé 6 mois de plus en cuve, j'avais pas mis en bouteille, j'avais refait les vendanges avec ça à côté en espérant que ça refermenterait avec les autres. Et il avait recommencé, mais c'était de nouveau arrêté. Il restait encore 12 grammes de sucre, je crois. Et j'étais à 1, je sais pas combien de volatiles, j'ai dit bon allez, c'est bon. Insouciance 2015, j'en ai pas fait quoi, les clients qui en voulaient, bah non, désolé, il y en a pas, j'avais les commandes, j'avais mon client au Japon qui en voulait une palette, machin, et tu lui dis bah attends un peu, il a pas fini, machin et tout, donc tu repousses, et puis la dernière fois tu dis bon bah en fait désolé, j'ai jeté quoi, il dit ah il va après c'est le jeu quoi, mais bon ça fait vraiment mal au cœur et c'est pas du tout l'objectif. Mais en même temps, c'est aussi le risque qu'on prend en travaillant comme on travaille. De la même chose que cette année, on a perdu des raisins à cause du mildiou, parce qu'on essaye d'être au plus près de la nature. À un moment, quand le climat il est vraiment exceptionnellement pourri, ta récolte, elle pas exceptionnelle. Ce qui peut expliquer aussi que des fois, les vins bio ou les vins nature sont des fois un peu plus chers aussi. C'est parce qu'on prend déjà, bon, il y a du travail différent et parfois souvent un peu supplémentaire, surtout au vignoble, par rapport à certains travaux que d'autres ne font pas. Et la prise de risque qui fait qu'on peut régulièrement perdre de la récolte, qu'on peut, voilà, et même quand c'est rentré, après c'est pas encore fini, puisqu'on peut avoir une belle récolte et jeter la cuve parce que c'est parti un peu en cacahuète, quoi. Donc, ça peut justifier une partie du fait que des fois on est un peu plus cher que d'autres. On prévoit pas tout. Du coup on prévoit beaucoup moins que des mecs en conventionnel qui maîtrisent le truc de A à Z avec des produits, l'exemple type que moi j'ai en tête, c'est quand j'étais en Nouvelle-Zélande. Ils faisaient le vin avec, on va dire, le produit final en tête, quoi. Enfin, c'était vraiment, on a besoin de ça
pour vendre sur le marché UK ou Japon. C'est du laboratoire, après c'est vraiment tu suis et puis t'as pas de surprise là, et là ils ont l'avantage c'est qu'ils, enfin je dis pas qu'il y en a jamais, mais ils ont rarement de surprise, ils disent oh là là qu'est-ce qui se passe quoi, enfin voilà, nous ça nous arrive, on goûte, oh là là qu'est-ce que c'est que ce bordel, et eux ça leur arrive jamais quoi, c'est ah ouais c'est bon, ça goûte comme normal quoi, comme prévu. Nous, bah ouais, chaque année, c'est un peu différent. On essaye de faire un peu mieux parce qu'on se dit, ah, j'ai peut-être, quand on goûte après, on dit, ah, j'ai dû décuver trop tard, c'est un peu tannique, ou j'ai fait un peu trop ci, un peu trop ça. Ça reste des actions mécaniques, mais au moment on fait quand même des choix, même si c'est pas d'ajout. Le mettre en barrique, ou les temps de macération, ou la façon de presser les raisins, ou enfin voilà, on fait quand même, ou la date de vendange tout simplement. Hein. Après c'est voilà, on apprend, mais comme une année à la fois quoi, voilà. Donc on fait une erreur, on dit après on a le temps d'y réfléchir pendant un an, et après tu rechanges, tu essayes autre chose en espérant que ce soit la bonne, ce sera mieux. Il faut relativiser aussi, c'est vrai que c'est pas forcément très réjouissant, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'espoir, parce que souvent bah voilà, moi quand je le jette, j'ai gardé un an de plus parce que la première année je veux pas, et après tu es obligé de te résigner un peu, et après t'es un peu désespéré, un peu en colère aussi, contre toi, contre le vin parce qu'il a pas fait trop ce qu'il aurait dû. Et puis après tu te poses surtout les questions de qu'est-ce qui a pu faire que celle-là elle est partie comme ça alors que les autres non, ou que les autres années non, enfin ça reste, alors c'est du vin naturel qui se fait naturellement mais qui répond à des règles de biologie. Enfin à un moment dans la vigne c'est de la biologie de la plante, et dans la cave c'est voilà, il y a des fermentations, il y a des levures, des bactéries, c'est vivant mais ça a été étudié tout ça quoi. Enfin voilà, il y a quand même des scientifiques qui ont planché là-dessus depuis Pasteur et compagnie, donc il y a quand même des données scientifiques pour essayer de réfléchir. Donc nous on se sert pas de ces données scientifiques là pour changer le cours des choses, mais par contre pour réfléchir avant ou après. Naturellement ça peut pas merder, donc c'est que c'est moi qui ai merdé quelque part. Enfin le truc, il n'y a pas de raison que ce soit pas bon. Pourquoi cette année? C'est qu'on a fait quelque chose de différent, c'est que les raisins étaient différents. Après ça peut être juste voilà, la météo qui était vraiment différente, et donc on avait des raisins qui n'étaient pas aussi jolis, ou bah, comme des fois, voilà, 2018, tu dis bon, il y a du mildiou, voilà, les vins ils vont peut-être être comme ça, ou après se dire, bah, ouais, mais c'est à cause du mildiou que les raisins sont partis comme ça, parce qu'ils étaient plus trop jolis, ou c'était mûr pas comme il faut, ou... Voilà, je pense qu'une année de gel, il y a des maturités qui sont très hétérogènes, donc après, il ne faut pas s'attendre à avoir des vins qui sont forcément parfaits, parce que bah, tu avais des raisins pas très mûrs, tu avais des raisins pas en très bon état au milieu. Normalement, beaucoup de choses ont des explications, quoi. C'est pas la fatalité. Quand il y a une cuve qui part, c'est que y avait une succession de petits éléments qui ont fait que c'est parti dans cette direction. Après, à nous de trouver un peu les causes. Bon, après, ça n'empêche pas que ça arrive quand même l'année d'après sur une autre queue. Hein, mais c'est peut-être qu'on sait réagir plus vite, peut-être qu'on sait le goûter plus vite aussi. Parce qu'après, c'est aussi le risque quand tu es le nez dans tes cuves, dans tes vendanges et tout, c'est de pas sentir venir le truc quoi. Après bon, il y a beaucoup de gens qui font venir des œnologues extérieurs, hein, des mecs qui passent une fois ou deux fois par semaine. Moi j'ai fait le choix de ne pas le faire, donc je travaille vraiment tout seul, que ce soit les assemblages ou toutes les vendanges et tout, il n'y a que moi qui prends les décisions. Donc les mauvaises aussi, comme ça j'ai personne à engueuler quand il y a sa merde. Mais du coup, peut-être j'en fais plus. Hein. Après voilà, il y a beaucoup de gens qui me disent putain c'est risqué, parce que c'est vrai que quand on est le nez dedans, un vin, la cuve, je sais que si je le goûte là, bon c'est encore l'hiver en goûte moins, mais je sais comment ça va goûter avant de le goûter. Donc s'il y a un défaut, des fois tu le sens pas parce que tu dis bah c'est cette cuve là, elle goûte comme ça quoi. Enfin, ou tu le sens pas venir, et c'est vraiment quand c'est vraiment un gros défaut que tu dis ah ouais, bon là où tu le goûtes, je sais pas, un peu plus chaud en dehors de la cave, tu prends des échantillons, tu les mets dans la maison et tu regoutes le lendemain ou quoi, et tu te dis ah ouais, en fait ça s'est flingué, c'est quoi cette merde quoi. Donc voilà, on peut avoir tendance à ne pas sentir quand on est tout seul, mais en même temps, j'ai fait ce choix là et pour l'instant je continue. Là c'est origine 2017, enfin là 1200 bouteilles sur le 17, donc là ça a 6 mois de bouteille. Et 10 mois de jarre quoi. 17 c'était un super millésime, je me suis régalé. Moi depuis 2010 c'était la meilleure année. Bon, j'ai eu la chance
de très peu gelé. Hein. Globalement, le millésime 2017, c'était un millésime avec des beaux équilibres, des raisins mûrs sans trop de sucre, quoi. Donc du coup, j'ai pas des gros degrés d'alcool. Je crois que j'ai pas un vin qui dépasse 13,2 ou un truc comme ça, donc c'est plutôt chouette pour notre région. Avec des belles maturités, de la matière, enfin voilà, c'est pas, c'est en dessous de 13, bon c'est de l'acide, mais c'est tout vert, mais voilà, c'est des beaux jus, il y avait des beaux équilibres, et c'était un vrai plaisir, hein. Ça a bien fermenté, c'était facile à vendanger, donc c'était plutôt un beau millésime, ouais, 2017. C'est en vin de pays, enfin IGP quoi. Parce que bon, même, du coup, même la couleur déjà, il me le dégage quoi. Enfin, ce serait pas accepté à l'agrément, à la dégustation, ça c'est sûr quoi. Parce que bah, c'est pas un rouge pour eux, ça sera pas un rouge. Donc, alors que bon, c'est 9 cépages de la région sur un terroir en AOC, sur des vieilles vignes, travaillées en biodynamie, donc c'est. Pour moi, c'est le reflet du terroir aussi. Du coup, c'est vraiment l'intérêt de cette parcelle-là, c'est qu'on a, ça fait bien quand même parler le terroir. Mais c'est sûr que c'est pas identifiable à un AOC minervois classique. Après, derrière une bouteille, les gens mettent pas forcément, n'imaginent pas non plus le travail qui est derrière. C'est surtout ça, des fois, qu'on aimerait faire un peu plus passer, c'est que derrière chaque bouteille de vin, il y a un vigneron, il y a des gens qui travaillent. C'est vrai que je pense que ce qui est vraiment important à intégrer pour les gens, bon après si les gens déjà boivent du vin naturel et tout, je pense que déjà ils ont déjà un peu plus cette démarche, cette approche-là. Souvent, ou la plupart du temps, surtout derrière des bouteilles de vin naturel, il y a quelqu'un qui en vit, mais qui surtout vit pour ça, quoi. C'est pas juste un moyen de gagner sa vie, et c'est une passion, c'est un plaisir de le faire et de le partager avec les gens qui vont le boire, et puis les potes et tout, quoi. Voilà, mais c'est une vie qui est derrière les bouteilles ou derrière un domaine. Et ça, je pense que c'est important d'en parler de temps en temps aussi, quoi. Voilà. À chaque bouteille, tu plonges dedans, tu tournes, il faut qu'elle soit pas trop chaude, pas trop froide. L'attaque bien franche, là, dès le départ, tu l'as en bouche, c'est déjà bien net, bien droit. Et après, en milieu de bouche, il y a une belle rondeur, je trouve, voilà, c'est assez gras. Et puis, voilà, moi, je trouve ce grain de tanin, là, que moi, j'associe vraiment à l'élevage en jarre. Puis après, bon, ça finit, ça a vraiment une grosse longueur, là, je l'ai encore en bouche, et puis ça va durer encore un bon moment. Et puis voilà, c'est vraiment sur la finesse, l'élégance, c'est très complexe au niveau aromatique. Puis après, à l'aveugle, c'est super, parce que là, tu pièges tout le monde.